Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Newsbox. Le silence de Bétaram, le récit choc du lanceur d'alerte et ancien élève. Le silence de Bétaram, c'est donc le titre poignant et d'utilité publique de ce livre qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon. Bonsoir Alain Esquer. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Newsbox. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage avec Clémence Badaud. Bonsoir. Bonsoir. Alain Esquer, vous êtes le porte-parole des victimes de Bétaram, plus encore le lanceur d'alerte donc qui a permis de faire éclater cette affaire, ce scandale de violence physique et sexuelle pendant des décennies au sein de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétaram près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Clémence Badaud, vous êtes journaliste, vous êtes productrice et vous préparez un documentaire sur le système Bétaram. Bonsoir Hélène Perland. Merci à vous également d'être avec nous. Vous témoignez dans ce livre, dans le livre d'Alain Esquer et Clémence Badaud. Vous êtes l'une des filles de l'actuel Premier ministre François Bayrou. Merci à tous les trois d'être là ce soir. À mes côtés, Mathias Tesson. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Du service police-justice de BFM TV. Le silence de Bétaram, pour qui d'abord? Pour qui vous l'avez écrit ce livre, Alain Esquer? Ce livre, je l'ai écrit pour que ce soit un outil de transmission, que toute la France le lise, parce qu'il est d'utilité publique, comme vous l'avez dit. Bétaram, c'est 200 plaintes à ce jour qui ont été déposées officiellement. J'en ai reçu d'ailleurs quelques unités de plus encore aujourd'hui. Je prépare un 7e corpus. C'est des agressions physiques et sexuelles sur des enfants de 7 à 14 ans par un nombre colossal de prédateurs, puisque je suis à plus de 30 adultes, dont 17 qui sont identifiés comme des violeurs. Beaucoup sont décédés effectivement, puisque les faits remontent à 1950 pour les premiers, jusqu'à, grosso modo, les années 2010. Vous vous sentez investi d'une mission, quelque part, pour quelqu'un qui a failli entrer dans les ordres, hein, on peut y voir quelque chose de mystique. Je pense que je suis un moine soldat. C'est-à-dire que j'ai décidé de rompre le silence de Bétaram, parce que silence des agressés, de ces enfants qui ont subi l'impensable, et également silence des agresseurs qui ne disent rien. Silence tout autour également de l'établissement et silence de tous les politiques. Le déclic, il s'est produit il y a 1 an et demi, lorsque vous tombez nez à nez. Vous habitez tout près de Bétaram, vous avez toujours habité tout près de Bétaram, vous continuez d'habiter tout près de Bétaram, on y reviendra parce que c'est un élément qui me semble intéressant. Vous tombez nez à nez avec votre agresseur il y a 1 an et demi, et cette fois vous ne baissez pas la tête. Mais on se demande pourquoi ne lui cassez-vous pas la gueule. Enfin, pardon, mais vu ce que vous avez subi et ce que vous savez désormais de ce qu'ont subi des dizaines et des dizaines d'enfants. Alors, je pense que j'ai bien fait de ne pas m'en prendre physiquement à lui. Vous l'expliquez. Je l'explique dans le livre. Et aujourd'hui, cet homme, il est en détention. Il est en détention pour viol sur des enfants donc entre 8 et 12 ans. Sur 2 dossiers, donc 2 plaintes non prescrites le concernant. Et là-dessus, je voudrais revenir aussi sur cette question de l'imprescriptibilité de ces crimes. Il faut travailler à faire évoluer notre législation sur cette question, parce que l'imprescriptibilité, on peut la comprendre sur ces attaques sur les enfants mineurs, à partir du moment où il y a un groupe de victimes. Beaucoup de réflexions à mener, évidemment, et notamment sur cette mécanique du silence à laquelle vous faisiez allusion à l'instant. On va y revenir, mais d'abord, ce qui frappe aussi dans ce livre, c'est le côté boîte de Pandore. Et d'ailleurs, vous renommez la boîte de Pandore hein, dans votre ouvrage, la boîte de Bétaram. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça donne la nausée. On en est à combien? Parce que vous parlez de un peu plus de 200 plaintes, mais combien de témoignages recueillis par vous-même on peut rajouter au moins une 50aine de témoignages en plus de personnes qui n'ont pas le courage de déposer plainte ou qui se retrouvent en fait en difficulté sur ce dossier, dans le sens où ils n'arrivent pas à identifier leur agresseur. Parce que, vous le savez, le stress post-traumatique dans le crime pédocriminel, c'est un crime parfait. Les enfants ne parlent pas, et quand ils sont adultes, ils ont des difficultés à se souvenir de leur trauma. Et le déni
des notions, mais qui me prennent tout leur sens et qui sont extrêmement concrètes dans cet ouvrage où vous allez droit au but. Vous ne tournez pas autour du pot. Il n'y a pas de haine, mais vous ne faites pas de cadeau non plus, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a beaucoup de prénoms, beaucoup trop dans ce livre. Alexandre, Éric, Olivier, Frédéric, Alain, Hélène. Derrière ces prénoms, il y a des histoires, de la souffrance, passée, présente aussi, avec des traumatismes, des séquelles, des vies brisées. On a l'impression, et là je m'adresse à vous trois, que lorsque vous parlez de ces échanges que vous avez eus avec les victimes de Beit Haram, vous avez parlé à des enfants, pas à des adultes. Moi je dis souvent que j'ai été fascinée par ces hommes qui ont parfois 60, 70 ans même, qui sont construits, qui sont insérés, qui ont une famille, qui ont un beau job parfois. Et quand on revient sur les événements, ils pleurent et on revoit le petit enfant de 10 ans qui n'a pas pu se libérer de ce poids, qui n'a pas pu se libérer de ce traumatisme, qui a été privé de parole. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'a sans doute le plus marqué dans ces victimes. C'est un travail colossal d'enquête. Vous êtes un lanceur d'alerte et un enquêteur, d'une certaine manière. Vous, journaliste, Laurence Badeau, vous aussi, vous êtes penché, c'est le moins que l'on puisse dire, sur Beit Haram. Et alors, c'est une vraie boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tout découvert loin s'en faut. C'est surtout qu'on peut continuer à enquêter des années, chaque jour. À chaque fois qu'on tire un fil, on trouve une nouvelle pièce d'un puzzle illimité, en fait. C'est vertigineux. C'est la plus grande affaire de pédocriminalité jamais révélée en France. Et plus on avance, plus on découvre des choses. Avec Alain, lors des derniers corpus de plainte, on s'est rendu compte qu'il y avait un enfant victime d'un viol collectif, avec 2 agresseurs. C'est une chose qu'on n'avait pas encore notée. Aujourd'hui, il y a aussi des questions autour de la mort d'un enfant à Beit Haram, un enfant de 12 ans en 1980. Exactement. Alors là, on passe encore dans une autre strate de l'horreur, mais qui résume aussi ce système, puisque c'est un enfant qui était malade. Il faut savoir qu'à Beit Haram, ce sont les élèves de terminale qui assurent la surveillance des dortoirs des mineurs de 17 ans. Et il y en a un en particulier qui témoigne dans notre livre, Jean-Rémy, qui se rend compte que cet enfant est malade. Il essaye de trouver un adulte toute la nuit, il va toquer aux portes, il ne trouve personne. L'enfant est conduit ensuite à l'infirmerie, il va rester toute une journée sans soins. Il va mourir à 21h lors de son transport en ambulance à l'hôpital de Pau. Cet enfant, il est mort faute de soins. Sa sœur a reconstitué grâce au groupe Facebook. Il a une famille, donc cette famille, aujourd'hui, elle doit se poser encore plus de questions qu'avant. À l'époque, le père Caricart, qui était donc en charge de l'institution, a organisé en bonne et due forme les obsèques avec tous les prêtres qui étaient présents. Et je pense que cette famille, à ce moment-là, qui était pétrie dans la douleur, elle n'a pas cherché à poser de questions, elle a accepté. Sa sœur, 40 ans plus tard, elle est en train de reconstituer le puzzle grâce aux témoignages des autres élèves et de se rendre compte que son frère est mort faute de soins. Et elle va déposer plainte très prochainement pour non-assistance à personne en danger. Hélène Perland, vous êtes donc la fille aînée de François Bayrou. Vous témoignez dans ce livre. Vous révélez les violences physiques que vous avez subies lorsque vous étiez scolarisée à Beit Haram il y a une 30aine d'années. Ça vous est tombé dessus. Ce qui m'est tombé dessus. Avec une violence aussi soudaine que monstrueuse. Et alors, quand on lit le passage qui vous est consacré dans ce livre, il y a l'agression et il y a l'agression devant toute la colo. Oui, mais moi, je veux faire une précision. Mon témoignage, c'est une séquence. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi je viens rejoindre Alain ? Je viens rejoindre Alain d'abord parce que, depuis le début, c'est mon lycée. Et que ce qu'il est en train de découvrir me stupéfait. Mais j'ai envie de dire, il découvre que ce que j'avais à côté de moi, ce qu'on avait à côté de nous, là, à 10 mètres. Et là, on a envie d'y être et de dire, ah, vous n'avez pas fait ça à côté de moi, là, sans que je bouge. Désolée. Et deuxièmement, il découvre quelque chose et moi, j'entends la colère jusqu'à ce que j'ose rentrer. Et je peux vous dire que ça a été difficile et que au quotidien, c'est pas facile, je comprends. J'entends la colère de toutes ces victimes qui croient, qui ont leur malheur, qui ont la colère contre Beit Haram. Mais finalement, c'est pas ça la vraie colère, c'est qui croient que tous les notables de la classe, ceux qui n'avaient pas simplement un prénom mais un nom, étaient protégés, n'ont rien subi. C'est ce qui revient beaucoup dans vos déclarations et on sent que c'est une envie très forte que vous avez de dire mais moi aussi
Moi aussi, j'ai été victime. Et pourtant, j'étais la fille d'un notable du coin, devenu Premier ministre. Mais vous, Hélène Perland... Au nom des autres fils d'eux. Mais je vous dis, je voulais leur enlever cette... Que dans leur douleur, au moins, ils n'aient pas en plus la douleur supplémentaire de se dire qu'il y avait une espèce d'élite protégée qui les regardait là bien. Continuez, amusez-vous, souffrez. Et donc, je viens... Moi, je sors mon nom parce que vous dites ils ont un prénom. Je voulais dire, attention, il y a quelque chose de très, très dur que vous ne comprenez pas. On y est tous, mais je vais me fracasser avec mon nom là. Je vais vous le sortir, vous allez voir ce que ça fait comme buzz. Et les autres, puisque depuis, j'ai eu plein de témoignages, et tu sais que je suis contactée tous les jours par des gens qui me disent, mais tu dis la vérité, sauf que moi, je ne peux pas sortir mon nom, je voudrais mon expérience, mon chagrin, mais ce qui sort sur le nom de famille avec, donc je représente plusieurs personnes. Plein de personnes qui me disent, dis-leur qu'on y est aussi bien fracassé que violé, que même, il y en a un qui me raconte, qui est violé, qui me raconte que lui pensait être d'abord violé à cause de son nom, que les prêtres se refilaient son nom comme un trophée. Je me suis fait le petit machin. C'était dur à porter pour lui, il croyait être le seul. Et donc, en fait, faire tomber au moins cette dimension du problème qui est, non, on y est tous. Et dans la société française, on y est tous, à égalité. Première chose. Je comprends ce que vous dites. Et on reviendra sur le silence de tout le monde, et celui des victimes notamment, à qui l'on dit très maladroitement, régulièrement, et pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt, le vôtre de silence. 30 ans à qui vous n'avez rien dit à personne, 30 ans après une agression affreuse de l'abbé Lartiguet, qui vous a roué de coups, le mot est faible, devant toute la colo, enfants et adultes. 30 ans plus tard, vous parlez. Quel a été le déclic, là, très récemment en fait. Non, il y a 4 ans. 2 mois. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, pour la première fois. Voilà, il y a 4 ans. Expliquez-nous. Non, ce sont, je pense, des changements... Enfin, une réflexion personnelle qui aboutissait, qui faisait que ça ne me pesait plus, que je pouvais en faire quelque chose. Voilà. Partager, enfin, dit dans l'intimité, pas ou avec 2-3 copains, quand on se rencontre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, toi? Moi, voilà. Mais pas encore un matériau à transmettre. Et donc, ce que je voulais souligner, c'était que dans ce livre, je ne viens pas juste rajouter mon témoignage. Vous voyez, j'ai été passé à tabac devant tout le monde. Je viens faire une séquence pour changer jusqu'à ce que je rencontre Alain. J'avais plutôt l'impression que son discours, c'était l'entourage ne parle pas ou les gens n'osent pas parler. Moi, je voulais commencer à faire parler ce silence en disant attention, les témoins ne parlent pas parce qu'ils sont lâches. Les témoins ne parlent pas, les victimes ne parlent pas. Pensons le silence de l'intérieur pour se donner de nouveaux outils d'interrogation. Il y a une expression très forte dans le livre. Vos mots, à vous, Hélène Perland, ces regards, parlant de ceux qui ont assisté à votre agression il y a 30 ans, ces regards épinglés au mur comme des papillons morts. Ce regard-là, d'ailleurs, qui sera le vôtre, qui sera quelques temps plus tard, preuve de l'infinie complexité de cette notion de silence et de déni. Et on est tous... société française découvre toutes les formes de violence partout, toujours. J'ai envie de leur dire, quand quelqu'un ne peut pas regarder ce que vous vivez, c'est peut-être d'abord, avant de penser à l'indifférence, que ça le renvoie à quelque chose qu'il a vécu lui-même. On est dans des intrications de violence terribles. Changeons de regard aussi sur ce qu'on attend comme type de compassion, de compréhension. Ceux qui ne peuvent pas suivre sont peut-être ceux qui ne peuvent pas nous dire que ça les renvoie à quelque chose de très profond. Et on n'a pas d'injonction à poser aux uns aux autres pour qu'ils viennent dire « oui, je suis victime » ou pas. Avançons tous ensemble, là, en changeant un peu de regard sur ce qu'on attend dans la réaction des gens autour de ce qu'on montre. L'affaire Betaram, c'est donc l'affaire du déni, entre autres. Le déni, Betaram, c'est une chambre d'interrogation du déni de tous, du déni, pas du mensonge. Ouais. Nuancez-vous dans ce livre, Hélène Perland. Vous, Alain Esquer, vous parlez d'un déni collectif. Alors, je suis peut-être le seul, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai quand même eu l'impression que le déni, parfois, c'était un peu facile. Je ne parle pas du déni chez les victimes, évidemment. Mais ceux qui ont vu ou ceux qui ont su mais n'ont pas parlé. Le déni, c'est un peu pratique, quoi. On se retranche derrière le déni, puis on s'exonère d'une forme de responsabilité aussi, non? Enfin, je ne sais pas. On est bien d'accord. Il y a un grand nombre de personnes qui gravitaient sur Betaram. Et d'abord, les enseignants. Est-ce qu'on a entendu les enseignants jusqu'à présent? Après, seule Françoise Gulug, en 1996, cette professeure de mathématiques, va porter une estocade, d'ailleurs, que je vais suivre à cette période. Mais où sont les enseignants de Betaram? Où sont tous les agents de service, tous les gens qui ont travaillé dans cet établissement et qui voyaient les violences au quotidien, et notamment
ce supplice du perron, parce que le perron, qu'est-ce que c'est? C'est ce promontoire en bordure du Gave, là où on punissait les élèves, qui attendaient pendant des heures la punition. Et dans le meilleur des cas, ils avaient une paire de gifles, et au pire, ils étaient passés littéralement à tabac dans le bureau du surveillant général. Il faut imaginer ça peut la nuit et le jour. Mais alors, ceux qui savaient n'ont pas dit, c'est parfois du déni, c'est parfois aussi peut-être de la lâcheté. Mais c'est quoi, d'après vous, qui connaissez parfaitement le sujet, c'est quoi le mécanisme psychique? C'est trop violent, c'est trop insupportable d'être à ce point bousculé dans ses certitudes, dans son désir d'idéal. C'est quoi là? Moi, j'ai une autre approche qui est que je pense que plus on en a sous les yeux, moins on voit. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de comprendre, avec tout ce qu'on avait sous les yeux, qu'en fait, il y avait dans l'établissement que tous les adultes religieux étaient des violeurs. En fait, tous. On n'avait jamais vu nulle part ça en France. C'est trop énorme. C'est incroyable. Si on vient vous dire dans un lycée, en fait non, là, en fait, c'est des violeurs, ça aussi. Enfin, il fallait être capable, et Bétharame est la première structure, grâce à Alain, que l'on découvre comme ça, et à tous ensemble, on peut la regarder, à condition de se décharger, je pense, de la culpabilité de ne pas avoir vu. Moi, j'ai vu, par exemple, quand il découvre ça, je me dis, alors, je n'ai aucune image des enfants du collège frappés. Mais par contre, j'ai, dans le lycée que je fréquente, beaucoup de signaux de sexualité qui vont pas. Ça parle de sexe, ça regarde bizarrement, etc. Ça en fait tellement trop que nous, on pense qu'il passe pas à l'acte. C'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop gros. Et j'imagine arriver à comprendre qu'en fait, non, ce qu'on a sous les yeux, ça fait sens, et que oui, c'est possible que des adultes, plusieurs, plein, tous, passent à l'acte, et que peut-être quand on a des sensations que il y a un peu de regard de pédophile, il y a aussi des actes, peut-être. Pour moi, c'est un champ complètement nouveau, complètement énorme. Est-ce que, selon vous deux, cette omerta était organisée par les religieux et les laïcs en charge de Bétharame à l'époque? Comment ce système et ce silence a perduré autant d'années? Il a perduré avec la bonne volonté de tous ceux qui sont aujourd'hui mis en cause et parfois décédés. Nous, on pense, et on est en train d'avancer sur ce terrain, tous les trois, Clémence, Alain et moi, qu'il faut expliquer la différence entre des individus et leur intelligence moyenne. Il n'était pas capable d'inventer un système à 18 verrous de sécurité et de dire voilà comment il faut les frapper pour qu'en fait personne ne parle. Non, et la structure, ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire si on a un milieu totalement clos, un huis clos, des attentes disciplinaires, en tout cas un mythe de la discipline, on va les mater, on va les recadrer. Et il faut le dire, du religieux, c'est-à-dire des prêtres qui sont tous ici devenus violeurs, et ça c'est la théorie d'Alain, ça rend pervers, la structure les rend pervers, il n'aurait peut-être pas été ailleurs. Si on a ces trois ingrédients, il y a quelque chose qui se passe, et finalement... indépendamment de l'intelligence ou de la conscience des gens de participer à ça. Transparaît aussi dans ce livre le poids de l'introspection. Des années plus tard, parfois des décennies, au sein de la cellule familiale notamment, la vôtre, mais toutes les autres, Hélène Perlan. Alors bon, la vôtre, on parle un peu plus parce que forcément, aujourd'hui, votre père est le Premier ministre de la France. Il y a 2 mois, François Bayrou a assuré devant les députés qu'il ignorait toutes les violences physiques comme sexuelles à Bétharame. Réécoutons d'abord François Bayrou à l'Assemblée en février. Mes enfants y ont été scolarisés et les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Je peux vous assurer que tout est faux. Hélène Perlan, quand vous voyez votre père dire cela devant les députés, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai aucun problème parce que, maintenant on le sait, ça a été ma grosse difficulté, sa chose dure, qu'il l'avait appris au moment de l'arrestation de Caricart, une fois Caricart en prison, qu'il y avait cette accusation de viol pour laquelle il était d'abord arrêté, puis relâché avant de se suicider. Qu'il avait appris là le cas Caricart, l'hypothèse du cas Caricart, une fois Caricart arrêté.
Mais je n'ai aucun souci avec ça parce que des violences sexuelles, d'autres possibles, jamais la moindre rumeur. Et effectivement, jamais la moindre info qu'il restait des violeurs dans l'école. Alors ça, sûr et certain. Et Alain, Oui, c'est tu ça qui est confirmes. assez Ça donne fou, l'impression, d'ailleurs. pardonnez-moi, mais que malgré son statut, finalement, Il est comme les c'était autres. un père comme les autres. Bah, bien sûr, tout le monde est comme les autres. Et il faudrait que, c'est ce que j'ai essayé de développer sur Mediapart dans la première partie, qu'on comprenne que tout le monde est intriqué, qu'on ne peut pas, il n'y a pas des gens qui voient en surplomb de loin, et qu'au contraire, quand on y est, et quand les gens qu'on croise nous paraissent normaux et tout, c'est encore plus difficile, c'est encore plus incompréhensible, et que non, il n'y a pas quelqu'un qui savait qu'il y avait des violeurs et se disait laissons-les tranquilles. À part Il les faut- violeurs eux-mêmes. À il part faut- les violeurs Bien eux-mêmes. sûr. Il faut peut-être aussi replacer les choses dans leur contexte. On est en 96 ou 98, on n'est pas en 2025. On est dans une société qui n'a pas les moyens de voir, qui n'a pas les outils qu'on a aujourd'hui. Nos enfants, on les éduque totalement différemment aujourd'hui que l'éducation que nous-mêmes on a reçue. Donc je pense aussi c'est différent. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas regarder avec nos lunettes d'aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est aussi tout un contexte en fait qu'il faut expliquer. Et à la fois, Ouais. ce livre, il est censé Et- parler aux il y en a générations actuelles et futures. Un petit Absolument. ajout. Oui, allez-y. Parce pardon. qu'un copain m'a envoyé tout à l'heure une vidéo qu'il a retrouvée de Lina François, je crois, après le suicide de Caricart, où le reportage disait il s'est suicidé, donc il était innocent, faisant attention aux accusations qu'on fait circuler. Donc ça veut dire que la société n'était pas prête à C'est- découvrir Peut ce pas qu'il y en- avait c'est- dans le fond des écoles. Hmm. Collectivement, Il est dit dans ce reportage l'honneur d'un homme, je crois, qui n'a pas supporté le mensonge et qui Et a la préféré le calomnie. suicide. voilà. C'est vrai que ça c'est- dit beaucoup de ça choses. dit collectivement de cette ambiance à de ce l'époque que- En fait, collective. ça dit un truc que je trouve génial, c'est que la réalité, pour la comprendre, il faut être tous ensemble, il faut y être prêt, il faut être solidaire, il faut être tranquille. On peut la regarder, la découvrir que si on est tous ensemble. Que tout seul, on fera rien. Tous ensemble, on peut s'apprendre les uns les autres à accepter qu'il y a eu de l'innommable. Ça se fait C'est la force du tout de même collectif. pas d'un claquement de doigts, mais pour reprendre une expression de votre livre, Alain Esquire, que pouvons-nous faire différemment et mieux? Bah, Alors, vous l'avez, vous, la réponse à votre question? Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est pas très compliqué de faire mieux, d'être plus vigilant, parce que on nous dit tout va bien aujourd'hui. Non, tout ne va pas bien dans les établissements scolaires. C'est pour ça aussi que j'ai prêché auprès d'Elisabeth Borne de faire des contrôles inopinés. Et elle en a diligenté la semaine d'après ma rencontre, notamment à Neuilly-sur-Seine. Mais c'est très important que tous les établissements de la République, qu'ils soient privés ou publics, dès lors qu'ils reçoivent des subventions et des financements importants de la collectivité, rendent des comptes. Et qu'il faut en terminer avec la toute-puissance des chefs d'établissement et l'omerta des OGEC, parce que les OGEC, qui sont les structures administratives de ces établissements, ont la main sur les chefs d'établissement. Et par exemple, sur Betaram, nous n'avons jamais entendu le président du conseil d'administration de l'OGEC prendre la parole sur ce dossier qui est quand même assez conséquent. On n'a pas entendu l'association de parents d'élèves locale. Rien n'a été dit. Et je rappelle que je suis toujours personnel non grata à Betaram. J'ai voulu m'y présenter le jour des portes ouvertes. On m'a refusé l'accès. J'y allais justement pour dire que l'établissement avait changé. Ben, visiblement, il n'a pas changé. Il nous reste 1 minute. Quel adulte seriez-vous devenu sans Betaram, Hélène Perlon? J'en sais rien. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Non, moi je ne me suis pas posé la question. C'est une autre problématique. J'en sais rien. Alain Esquire, vous l'êtes posé, non, cette question? Oui, je me J'aurais suis j'aurais posé, plus oui. confiance dans les autres, dans le groupe, je pense. Et il n'aurait pas été lanceur d'alerte, Alain Esquire. Ça, c'est sûr. Je pense que nos vies auraient été meilleures. Hein. Enfin, moi, je veux juste faire passer ce message, c'est que les châtiments corporels sur les enfants, ça ne marche pas. Si c'était aussi simple, c'est une question qui revient souvent dans l'actualité en disant il faut revenir un petit peu à la trique. Mais la trique, ça brise des vies, ça abîme, ça altère la confiance en soi. Et quand on a un enfant, ce qu'on a envie, c'est de le protéger et de l'aimer. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir accepté l'invitation de Newsbox ce soir sur BFM TV.